C'est une autre guerre qui entraîne une catastrophe humanitaire avec plus de 1000 morts, 3000 blessés et plus d'1 million de déplacés. Alors que la guerre se poursuit en Iran et au Moyen-Orient, Israël intensifie aussi ses attaques au Liban affirmant cibler le Hezbollah après des tirs de roquettes. Désormais, Israël menace même d'occuper une partie du Liban et les conséquences pour les habitants sont immenses. Mais alors, que se passe-t-il concrètement dans la région? On va faire un point factuel sur la situation pour mieux comprendre ce qui se déroule sous nos yeux. Salut, c'est Hugo et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour disponibles sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes de podcast. Alors le Hezbollah, on en parle beaucoup depuis près de 3 ans maintenant. C'est un parti politique islamiste libanais mais c'est aussi une organisation armée qui est classée comme organisation terroriste par de très nombreux pays du monde dont les pays de l'Union européenne. Et le Hezbollah est aussi soutenu et financé par l'Iran. L'Iran qui est donc l'ennemi juré d'Israël et inversement. Aujourd'hui, le Hezbollah est souvent considéré au Liban comme un État dans l'État pour de nombreuses raisons historiques. Il dispose par exemple au Liban de ses propres forces armées, de ses réseaux économiques etc. Le tout parfois même dans certains quartiers ou certaines villes à la place des institutions officielles libanaises. Et par ailleurs, le Hezbollah contrôle aussi d'une certaine façon une partie du territoire, notamment dans le sud du Liban. Alors cela fait des années maintenant que Israël et le Hezbollah s'affrontent à de nombreuses reprises. On va pas pouvoir refaire aujourd'hui toute l'histoire. Mais pour revenir tout de même aux faits les plus récents, en octobre 2023, au lendemain des attaques du 7 octobre en Israël et des représailles israéliennes contre la bande de Gaza, le Hezbollah a notamment tiré plusieurs missiles et roquettes depuis le Liban sur Israël. Depuis, une escalade a déclenché plus d'1 an d'échanges de frappes. Entre le 8 octobre 2023 et le 26 novembre 2024, les attaques israéliennes au Liban ont tué au moins 3900 personnes et ont blessé plus de 16 000 personnes. En Israël, c'est plus de 80 soldats israéliens et 47 civils qui ont été tués pendant cette même période selon les différents bilans officiels. Et des dizaines de milliers d'Israéliens avaient aussi été évacués du nord d'Israël en raison d'attaques quasi quotidiennes menées par le Hezbollah. À noter que c'est aussi pendant cette période qu'en septembre 2024, Israël avait tué Hassan Nasrallah, le chef historique du Hezbollah. Alors fin 2024, justement, un cessez-feu avait été signé entre le Liban et Israël et même s'il a permis de diminuer l'intensité des frappes, Israël a continué à frapper le Liban presque quotidiennement, tuant là aussi des centaines de personnes et causant des milliers de blessés. Israël accusait aussi régulièrement le Hezbollah de violer les accords de cessez-le-feu, notamment en maintenant ou en déplaçant des combattants et des infrastructures dans le sud du Liban. Bon, il y avait un point important de cet accord de cessez-le-feu. Il prévoyait notamment le désarmement du Hezbollah par l'intermédiaire du gouvernement libanais. Sauf que le Hezbollah a toujours refusé une telle mesure, affirmant avoir le droit de se défendre face à Israël et souhaitant, vous l'imaginez, conserver son influence dans la région. Alors finalement le 2 mars dernier, le Hezbollah est de nouveau entré dans la guerre contre Israël pour venger la mort du guide suprême iranien Ali Hameh qui a été tué au premier jour des attaques massives d'Israël et des États-Unis sur l'Iran. Et depuis Israël mène des attaques massives à travers de très nombreux bombardements. De nombreuses ONG dont Amnesty International dénoncent des attaques des deux côtés et soulignent l'ampleur des destructions au Liban après les bombardements israéliens affirmant que les populations civiles libanaises sont prises en étau. Selon Amnesty, certaines frappes israéliennes ciblent des hôpitaux et des soignants au Liban et l'ONG demande donc l'ouverture d'enquêtes pour crimes de guerre. Des ONG ont aussi rapporté plus largement des frappes ciblant des secouristes au Liban avec 42 secouristes qui ont été tués au Liban. Israël affirme de son côté cibler toujours le Hezbollah. Mais Israël affirme vouloir aller encore plus loin. En effet, une déclaration a vivement fait réagir et inquiéter beaucoup de Libanais. Ce mardi, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a affirmé qu'Israël allait prendre le contrôle militaire d'une vaste zone du sud du Liban. Selon Israël, le but affiché, c'est notamment de s'assurer que le Hezbollah ne puisse plus frapper Israël. Mais certains ministres, au-delà même de cette volonté, souhaitent aller encore plus loin. En effet, la partie la plus radicale du gouvernement israélien voit même aujourd'hui ouvertement cette opération comme une façon de redessiner les frontières d'Israël. Alors, même si Benjamin Netanyahou n'a pas repris lui-même ses propos, on peut noter que ce lundi, le ministre des Finances israélien, Bezalel Smotrich a ouvertement appelé à une annexion du sud du Liban par Israël. À noter qu'Israël avait déjà occupé cette zone entre 1982 et 2100 pour autant réussir à éliminer le Hezbollah. Une occupation qui évidemment à l'époque avait déjà été très largement condamnée par l'Organisation des Nations Unies et par de très nombreux pays du monde.
Alors dans ce contexte et dans l'objectif probablement d'éviter une telle occupation par Israël et de tenter de calmer les tensions, le ministère libanais des Affaires étrangères a donné à l'ambassadeur d'Iran au Liban jusqu'à ce dimanche pour quitter le pays. En fait, le Liban accuse l'Iran de diriger à distance les opérations du Hezbollah. Alors au niveau des réactions, on l'a vu et de nombreuses ONG s'alarment de la situation extrêmement tendue et aux conséquences immenses pour la population. L'ONU affirme qu'il n'existe aucune solution militaire à ce conflit et il appelle à la désescalade. La France tente et bien de se poser en médiateur et demande aux autorités israéliennes de s'abstenir. Alors, on continuera évidemment à vous tenir au courant de la situation, d'autant que je le vois avec les messages que je reçois avec l'équipe ces derniers jours. Vous êtes particulièrement nombreux à suivre ce format des actus. On va continuer évidemment à vous informer notamment sur cette situation humanitaire importante. Alors avant de passer au reste de l'actualité, je voulais faire un point rapide tout de même sur le reste de l'actualité concernant cette guerre au Moyen-Orient. D'abord, la première information, c'est que l'Iran a affirmé ce mardi dans la soirée que les navires non hostiles peuvent désormais emprunter le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est donc ce passage maritime stratégique pour l'exportation de pétrole dans le monde et que l'Iran bloquait ces derniers jours. Alors attention, l'Iran affirme cependant que tous les navires appartenant aux États-Unis, à Israël et je cite à tout autre pays participant à l'agression ne peut prétendre un passage pacifique. Fin de citation. Tout cela amène donc à une confusion extrêmement importante. On peut imaginer que potentiellement des navires notamment de la Chine pourront circuler encore plus facilement, sachant que certains étaient déjà passés ces derniers jours. Mais on verra ce qu'il en est des autres pays et surtout si réellement ça va avoir un impact sur le prix du pétrole. Là-dessus évidemment, je vous tiens au courant notamment directement sur Instagram. À noter par ailleurs que tout cela intervient dans un contexte où les États-Unis affirment mener des négociations avec l'Iran. Selon plusieurs médias, l'administration de Trump aurait proposé un plan en 15 points à l'Iran. La diplomatie iranienne a reconnu avoir reçu via des pays amis des messages transmettant une demande américaine. Mais aujourd'hui, en tout cas publiquement, l'Iran ne semble toujours pas prêt à négocier, à voir donc ce qui se passe réellement dans les coulisses. Ce mercredi après-midi, la télévision d'État iranienne a affirmé que l'Iran refusait cette proposition de Donald Trump et que le pays, je cite, mettra fin à la guerre lorsqu'il le décidera et lorsque ses propres conditions seront remplies. Fin de citation. Et avant même cette déclaration, la presse états-unienne évoquait l'envoi en renfort de 1000 à 3000 soldats parachutistes états-unis qui pourraient donc arriver dans les prochains jours au Moyen-Orient. En tout cas, en parallèle, les bombardements se poursuivent dans toute la région. On fera un point plus détaillé sur la situation demain. Si vous voulez d'autres angles d'analyse sur la situation, je vous renvoie aux actualités du jour qu'on a fait ces derniers jours. Je vous rappelle que ce format est aussi disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcast notamment. Et sur le même flux, vous pouvez retrouver aussi mes interviews et les actualités culturelles très facilement. Je vous mets les liens en description. Je vous laisse avec Samy pour le reste de l'actualité importante du jour et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. La Russie a lancé près de 1000 drones en 24 heures sur l'Ukraine. 392 drones et 34 missiles ont été lancés par la Russie dans la nuit de lundi à mardi. Puis 556 drones d'attaque qui ont été envoyés mardi entre 9h et 18h d'après l'armée de la ukrainienne. Ces frappes auraient fait une dizaine de morts et plusieurs dizaines de blessés. Elles ont aussi causé de gros dégâts matériels, notamment à Lviv, une ville de l'ouest de l'Ukraine où plusieurs frappes ont touché le centre historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit de l'une des attaques russes les plus massives depuis le début de la guerre et en parallèle ce mercredi, un drone en provenance de Russie a heurté la cheminée d'une centrale électrique dans le nord-est de l'Estonie, un pays membre de l'OTAN, cette alliance militaire des pays occidentaux menée par les États-Unis. Selon les premières évaluations, la centrale électrique n'a subi aucun dommage immédiat. Aucune personne n'a été blessée et la frappe n'a pas eu d'impact sur le réseau électrique estonien. Pour le moment, les autorités n'ont pas précisé si le drone était d'origine russe ou ukrainienne, mais elles ont rappelé que l'Ukraine avait mené de nombreuses frappes sur la Russie dans la nuit, notamment près des côtes estoniennes. Une enquête a été ouverte. Deuxième actu, l'État va durcir sa législation pour lutter contre l'usage du protoxyde d'azote, aussi appelé gaz hilarant. Ce gaz est vendu sous forme de cartouches, utilisé à la base pour les siphons pour faire de la chantilly. Mais son usage est détourné pour être utilisé comme stupéfiant et aspiré via des ballons de baudruche gonflés avec le gaz, les fameux ballons. Et donc désormais, 3D vont être créés autour de ce gaz hilant. C'est ce qu'a annoncé ce mardi Laurent Nugez, le ministre de l'Intérieur au journal du 20h de TF1. Premièrement, inhaler ce gaz sera passible d'une peine d'1 an de prison et de 3 750 € d'amende avec possibilité d'une amende forfaitaire de 200 €.
Ensuite, le transport du produit sans motif légitime sera aussi passible de 2 ans de prison et 7 500 € d'amende. Et enfin, la conduite sous son emprise sera passible de 3 ans de prison et 9 000 € d'amende. La vente du protoxyde d'azote sera aussi plus strictement encadrée, notamment en créant des plages horaires pour l'acheter légalement. Pour les pâtissiers par exemple qui n'ont normalement pas besoin d'en acheter en pleine nuit, les personnes qui vendent illégalement du protoxyde d'azote risqueront aussi des peines allant jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Et ces mesures font partie d'un projet de loi plus large visant à lutter contre la délinquance et la criminalité organisée qui sera donc présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Troisième actu, les Français sont de plus en plus contaminés par le cadmium, un métal cancérogène présent dans les sols et l'alimentation. C'est ce que révèle un nouveau rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'ANSE, et qui a été publié ce mercredi. Il faut savoir que le cadmium est aussi un mutagène, donc il peut provoquer des mutations dans l'ADN et c'est un perturbateur endocrinien donc qui interfère avec le système hormonal du corps. Il est naturellement présent dans l'environnement mais sa concentration a été fortement amplifiée par les activités humaines, en particulier l'utilisation massive d'engrais contenant du phosphore. En agriculture, près de la moitié de la population adulte serait exposée au cadmium et dépasserait les valeurs sanitaires de référence. Selon l'agence, c'est l'alimentation qui est principalement responsable de cette contamination. Le cadmium provient majoritairement des produits céréaliers comme le pain, les pâtes et les biscuits et il provient aussi des pommes de terre et des légumes. Enfin, le tabac et le vapotage sont aussi une source d'exposition. L'AN appelle donc aujourd'hui à agir au niveau des sols en revoyant l'utilisation des engrais. En tout cas, pour éviter d'ingérer du cadmium, l'AN recommande de réduire la consommation de denrées à base de blé comme les céréales pour le petit déjeuner ou les pâtes. À la place, l'agence encourage à manger plus de légumineuses comme des lentilles ou des pois chiches qui sont 10 fois moins contaminés que les céréales. Quatrième actu, seulement 13 pays dans le monde respirent un air considéré comme sain, dont 3 en Europe et la France n'en fait pas partie. Selon un rapport mondial sur la qualité de l'air publié par IQR, la pollution est mesurée grâce aux particules fines PM2.5. Ce sont des particules très petites qui pénètrent profondément dans les poumons puis dans le sang, ce qui augmente les risques de maladies respiratoires cardiovasculaires et de certains cancers. L'OMS fixe un seuil à ne pas dépasser. Or, plus de 90% des pays dépassent ce seuil en partie à cause de la fumée des feux de forêt, de l'activité industrielle et du changement climatique. Les pays avec l'air le plus pollué sont le Pakistan, le Bangladesh ou encore la République démocratique du Congo. Et les 25 villes les plus polluées du monde se trouvent toutes en Inde, au Pakistan et en Chine. À l'inverse, des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Estonie, l'Islande, les Bermudes ou la Polynésie française respectent les recommandations de l'OMS, ce qui n'est pas le cas de la majorité des pays européens dont la France. Et enfin, on termine avec cette actu, Meta, la société qui détient Instagram, Facebook et WhatsApp, a été condamnée ce mardi pour mise en danger de mineurs au Nouveau-Mexique aux États-Unis. Et c'est assez majeur car c'est une première victoire de ce genre pour un État contre un géant des réseaux sociaux. Meta a été condamné à payer 375 millions de dollars, soit 322 millions d'euros de dommages et intérêts. Elle est accusée d'avoir caché les risques liés à sa plateforme, notamment en matière d'exploitation sexuelle de mineurs et de sollicitation sexuelle en ligne. En fait, dans son enquête, l'État du Nouveau-Mexique a créé des comptes sur les réseaux sociaux en se faisant passer pour des enfants afin de documenter les sollicitations sexuelles dont ils sont victimes. Le procureur général a parlé d'une victoire historique pour chaque enfant et chaque famille ayant payé le prix du choix de MTA de faire passer les profits avant la sécurité des enfants. De son côté, Meta a contesté le verdict et a fait appel de cette décision. À noter qu'un autre procès majeur se déroule en Californie sur l'addiction des mineurs aux réseaux sociaux et dans lequel Meta est aussi aux côtés d'autres plateformes mises en cause. Merci beaucoup Samy pour ces actualités et voilà donc pour les actualités du jour. Pour plus d'informations au quotidien, notamment les dernières informations, rendez-vous sur Instagram. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Vous êtes très nombreux là-bas. Merci pour votre confiance.